Julien avait la persévérance de continuer comme ça pendant des années, de représenter la vérité parmi ceux qui étaient sûrs que Dieu n'existait pas et que l'évolution était la vérité. Et aujourd'hui, il va parler sur les origines de la théorie de l'évolution. Alors j'aimerais que vous l'accueilliez. Julien Perrault. Merci. Merci, Laurence. C'est un sujet, c'est la première fois que je présente cette conférence-là. Ça me fait bien plaisir d'aborder ce sujet-là. Donc, la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui à travers cette présentation-là, c'est d'où vient la pensée de l'évolution? Dans notre société, souvent, qu'est-ce qu'on a tendance à penser? C'est que Darwin a découvert l'évolution. Darwin a découvert en allant faire ses recherches sur les îles Galapagos, donc fait des découvertes scientifiques et ça serait à partir de là que la théorie de l'évolution nous aurait été présentée. Alors aujourd'hui, on va voir, on va essayer de remonter le temps pour voir d'où vient cette idée que la vie est sortie de l'eau, que les poissons se sont transformés, que les espèces et les formes de vie se sont transformées pour acquérir des nouveaux organes, les poissons devenant des amphibiens, devenant des mammifères, éventuellement l'homme. Alors, dans ma conférence, la façon dont on va voir les choses, c'est le premier point à aborder, c'est l'affrontement de deux visions. La vision du créationnisme versus le matérialisme. Le matérialisme étant l'idée qu'il n'existe rien d'autre que la matière. Donc, on évacue Dieu de l'équation possible pour expliquer les origines. En deuxième lieu, on va aller voir dans les philosophes de l'Antiquité grecque, on va aller voir toute la pensée de l'évolution qui est née dans la philosophie de ces savants grecs-là. La table mise pour Darwin au Moyen Âge. Quelles ont été toutes les influences, tous les paradigmes qui ont été mis de l'avant par certains scientifiques influents en politique et en sciences et qui ont finalement tous mis les ingrédients ensemble pour que Darwin puisse arriver à publier son livre « L'origine des espèces ». Et le point peut-être le plus important, c'est ce qui a suivi l'origine des espèces parce que le livre de Darwin, quand il a été publié, il n'a pas été bien accepté dans la communauté scientifique. C'est plutôt certains scientifiques qui ont repris Darwin et qui ont fait beaucoup plus que Darwin pour aller populariser l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'affrontement de deux visions, évidemment, Dieu a créé le monde, l'univers, la vie, et on va voir que dans l'Antiquité, l'avènement de la philosophie matérialiste. Alors, souvent, ce qu'on a tendance à penser, c'est qu'on a d'un côté une croyance, l'existence de Dieu, qui aurait, par des découvertes scientifiques, été réfutée. Et donc, ça serait à partir de là que la philosophie matérialiste, le fait que Dieu n'existe pas, que la matière peut s'organiser d'elle-même, ça serait à partir de découvertes scientifiques qu'on aurait nié l'existence de Dieu. C'est une fausseté. L'existence de Dieu, cette croyance-là, elle existe parce que la nature démontre un très haut niveau d'organisation. On voit une géométrie parfaite quand on regarde les plantes, on voit les symbioses qui existent par millions dans la nature. Et cette complexité-là, cette organisation parfaite, cette harmonie fait en sorte que depuis la nuit des temps, les scientifiques, autant que les non-scientifiques, croient au créationnisme, croient qu'il y a eu une intervention divine derrière toutes ces innovations qui existent dans la nature. Et donc, la philosophie matérialiste, on va le voir dans cette conférence, elle est venue pour nier l'existence de Dieu. Elle n'est pas venue d'un constat de la nature, elle n'est pas venue de constatation de découvertes scientifiques. On a voulu dire que pour l'origine du monde et de la vie, nul besoin d'un créateur. Donc, on suppose que seule la matière existe et à partir de ce moment-là, on en arrive à la théorie du Big Bang, qu'à partir du vide, une fluctuation quantique a fait en sorte que toute la matière de l'univers est sortie comme un lapin sort d'un chapeau et la théorie de l'évolution par la suite. Alors, la différence entre le créationnisme et le matérialisme, c'est la suivante. C'est qu'on pense que pour concevoir un avion, quand on est créationniste, on pense que ça prend d'abord un plan, une finalité, un but, et de toute évidence, un ingénieur intelligent, une cause intelligente qui va organiser la matière et l'énergie pour arriver à un système complexe et organisé. Dans le matérialisme, il suffirait du métal et il suffirait d'avoir des fils, il suffirait d'avoir de l'énergie pour faire un avion. C'est ce que les premiers philosophes qu'on va voir ont voulu supposer, ont voulu évacuer l'intervention divine d'un créateur intelligent de l'équation. C'est donc la seule différence entre les deux points de vue.
Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu parles d'un avion alors qu'on est en train de parler des origines de la vie, on parle de l'origine des espèces? Il y a un scientifique qui, à la fin de sa vie, après avoir travaillé sur la théorie des codes, après avoir porté des grandes contributions dans les théories mathématiques, le décodage de l'information, en est arrivé à la conclusion suivante. Il dit « La cellule est bien plus complexe qu'un Boeing 747 ». Donc, on a bien le droit de supposer, on a bien le droit de vous dire aujourd'hui que si vous croyez que la cellule peut partir seulement de la matière inerte, à partir du hasard, elle a pu apparaître, c'est donc dire que vous êtes prête à croire que du métal et des fils laissés avec un tourbillon, une tornade qui passe à tous les jours, bien, pendant des millions d'années, à un certain moment donné, il va peut-être avoir un avion qui va émerger de ça. C'est ce que vous êtes prête à croire si vous croyez que la cellule a pu apparaître de la matière inerte. Pourquoi est-ce qu'on change de logique quand on regarde la nature? Si on n'est pas prêt à croire qu'un navire spatial ou un ordinateur pourrait se faire par lui-même, par le tourbillon de la matière qui s'agglomère aléatoirement, mais pourquoi on serait prêt à croire pour la cellule? La forme de vie la moins complexe sur Terre, c'est une bactérie qui s'appelle Mycoplasma genitalium. Tous les mycoplasmes, ce sont des parasites. Ça veut dire que ce ne sont pas des organismes cellulaires qui sont suffisamment complexes pour synthétiser toutes les protéines dont ils ont besoin pour vivre. Alors, le plus petit organisme vivant sur Terre s'appelle Mycoplasma genitalium, a 468 gènes dans son ADN d'une longueur moyenne de 1000 bases. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si vous avez un livre avec 468 pages. Chaque page a 1000 caractères dans la page, écrit dans une grammaire particulière, avec une syntaxe particulière, avec des phrases, avec des débuts et des fins. Et chacune de ces pages-là est une instruction pour dire comment construire une des biomolécules qui est dans cette bactérie-là, qui lui sert à vivre, à bouger, à se reproduire. Alors, êtes-vous prête à croire que à partir de la matière inerte, de la poussière, de la glaise, avec de l'énergie, et par le concours du hasard, un livre de 468 pages peut s'être écrit à partir de rien? Si on croit que la vie vient sans intervention intelligente, ça veut dire que c'est ce qu'on est prêt à croire. Et cet organisme-là, on dit qu'il est vivant parce qu'il réussit à se reproduire par lui-même, mais il n'est même pas assez autonome, il doit parasiter, c'est un parasite de l'homme. Et juste pour vous montrer à quel point la complexité interne de la cellule est grande, un des 43 métabolismes chez Mycoplasma genitalium est celui-ci, le mécanisme de la glycolyse par laquelle le glucose est transformé en molécules d'ATP, les petites batteries des cellules. Et vous voyez chacun des intervenants dans le diagramme, on voit que ce n'est pas des simples interactions linéaires, il y a des boucles de rétroaction, c'est très complexe et il y a 42 autres métabolismes chez ce très petit organisme-là. Alors, c'est juste pour vous situer quelle est la question qu'on se pose quand on parle des origines de la vie. On parle de l'apparition de systèmes extrêmement complexes. C'est sûr qu'à l'époque des philosophes grecs et même à l'époque de Darwin, on ne connaissait pas l'ADN. On ne savait pas comment la cellule fonctionnait à l'intérieur. On avait, avec nos microscopes, la seule possibilité de voir une petite vacuole avec des biomolécules à l'intérieur, mais on ne savait pas comment ils étaient complexes, comment ils interagissaient. On ne connaissait pas la structure de l'ADN. On ne connaissait pas le codage de l'information qui est dans l'ADN. Alors, de toute évidence, ça a laissé beaucoup de place à des théories spéculatives parce qu'on ne connaissait pas que la vie était aussi complexe qu'un Boeing, qu'un ordinateur. Dans la deuxième partie de ma conférence, je vais vous amener à réaliser que l'idée de l'évolution part de loin. Ce n'est pas Darwin qui a proposé l'idée de l'évolution, contrairement à ce que tout le monde pense. C'est probablement que beaucoup de scientifiques qui ont étudié en mathématiques, en biologie, en astronomie, cosmologie, biochimie, se sont jamais vraiment attardés à l'histoire des sciences. D'où vient cette idée-là? Y a-t-il vraiment des découvertes scientifiques qui ont motivé l'idée de l'évolution? En moins 600 avant Jésus-Christ, Anaximandre de Milet, réputé probablement pour être le premier philosophe à avoir consigné ses pensées par écrit. Seulement quelques fragments de ses écrits nous sont parvenus, mais on sait que c'est probablement lui le premier qui a parlé du concept d'origine et de commencement. Donc, à l'époque, les philosophes grecs étaient souvent aussi des gens qui étudiaient la cosmologie, la biologie, on appelait ça aussi on les appelait des savants.
Et donc, Anaximandre de Millet, lui, estimait la chose suivante. Il estime que de l'eau et de la terre réchauffée étaient sortis soit des poissons, soit des animaux, tout à fait semblables aux poissons. C'est au sein de ces animaux qu'ont été formés les hommes et que les embryons ont été retenus prisonniers jusqu'à l'âge de la puberté. Alors seulement, après que ces animaux eurent éclaté, en sortirent des hommes et des femmes désormais aptes à se nourrir. Il croit dans une espèce d'origine des mondes, origine perpétuelle, de la pluralité des mondes. Il y a toutes sortes d'idées un peu nouvel âge, un peu psychédéliques, abstraites, poétiques dans les écrits des philosophes grecs. Il en vient à proposer une idée ici qui semble proche de l'idée de Darwin, que tout simplement de l'eau et de la terre sont sortis les animaux. Il n'y a pas d'intervention divine. Démocrite, probablement un des plus grands philosophes de l'Antiquité grecque, réputé comme étant probablement celui qui était le plus scientifique. On dit de lui qu'il était le cofondateur de l'atomisme. L'atomisme, c'est cette description-là du monde que la matière est faite de corpuscules. Bien que ça a pris 2000 ans de plus pour qu'on découvre qu'effectivement, avec les théories d'Einstein, on a réussi à prouver de façon finale que l'atome existait. Mais déjà, à l'époque des philosophes grecs, il y avait cette idée que la matière pouvait se diviser en petites parties qu'on appelait le plein et le vide. Donc, l'univers n'était composé que du plein et du vide, la fameuse idée matérialiste dont je vous parlais. Et pour Démocrite, le monde n'est gouverné que par des forces créatrices aveugles. Il n'y a pas de Dieu créateur. Donc, il y a une volonté de la part des philosophes grecs qui sont tannés que tout le monde explique tous les phénomènes toujours par Dieu, 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 pour l'éclair, le ciel, les sécheresses, l'abondance de la pluie, que c'est toujours Dieu. Ils se révoltent contre ça, ils veulent évacuer donc pour expliquer l'origine du monde, l'origine des formes de vie, ils veulent évacuer Dieu. Et pour eux, il y a toutes sortes d'idées très abstraites à travers ça, comme la pluralité des mondes, qui est aussi soutenue par Démocrite. Alors, on voit que cette idée-là de l'évolution remonte très loin dans le temps. Et Épicure, donc, comme vous voyez, on avance dans le temps, mais chacun des philosophes a influencé l'autre d'après. Épicure va reprendre l'atomisme de Démocrite. Donc, Épicure va aller jusqu'à croire que l'âme n'est qu'un agrégat d'atomes. Et va donc supposer cette idée-là, lui aussi, que tout se génère que par le concours aléatoire des atomes qui s'entrechoquent. Et Épicure, qui a fondé l'épicurisme, a été donc un philosophe très connu de l'Antiquité. Malheureusement, très peu de ses documents nous sont parvenus. On a seulement 3 lettres qui nous sont parvenues, mais Lucrèce, qui a vécu un peu plus tard, que lui a été un disciple et un adorateur quasiment d'Épicure. Et c'est à travers Lucrèce qu'on a pu connaître les principes d'Épicure, l'épicurisme. Et donc cet homme-là était farouchement opposé à la religion. Il a fait une description en poème, même si Épicure était contre la poésie. Lui, Lucrèce, a chanté les paroles d'Épicure et nous a fait connaître l'épicurisme. Et voici une des citations justement de son livre dont seulement 2 copies finalement nous sont parvenues. De justesse, on a failli perdre finalement toute l'œuvre de Lucrèce. Mais un des écrits sur les atomes, il dit la chose suivante. Pour faire incessamment l'essai de tout ce que peuvent engendrer leurs combinaisons, il est arrivé qu'après avoir erré durant des siècles, tenté union et mouvement à l'infini, les atomes, ils sont aboutis enfin aux soudaines formations massives d'où tirèrent leur origine ces grands aspects de la vie, la terre, la mer, le ciel et les espèces animales. Pour eux, tout n'est qu'un mouvement aléatoire d'atomes et il n'y a aucune intervention divine. Ce sont donc les conséquences idéologiques du matérialisme, c'est le rejet de Dieu. Donc, il nous dit dans un de ses poèmes, « Si tu possèdes bien ce savoir, la nature t'apparaît, aussitôt libre et dépourvue de maître tyrannique, en fait, il parlait de Dieu, accomplissant tout d'elle-même sans nul secours divin. » Sans aucun appui scientifique, sans aucune référence à la nature, ces savants-là et ces sages-là vont influencer durant des siècles de temps avec cette espèce de pensée-là qu'il n'y a pas besoin d'une intervention intelligente. Ensuite, il faut parler d'Aristote. Dans le cas d'Aristote, disciple de Platon, il y a quelque chose de différent qui prend place.
Donc, c'est probablement un des plus grands philosophes de l'Antiquité grecque. On dit que c'est le premier encyclopédiste. Il a, durant toute sa vie, consigné une très grande quantité d'informations scientifiques d'une façon très ordonnée. C'est pour ça qu'on l'appelle l'encyclopédiste. Il a fondé sa propre école. Il va consacrer un tiers de ses œuvres à la biologie. Et plus tard, au Moyen Âge, on va aller jusqu'à dire, quand on va joindre la philosophie d'Aristote à la théologie chrétienne, on va aller dire qu'il était le philosophe, le grand logicien, le docteur divin. Donc, ça va aller loin l'influence que Aristote va avoir. Et donc, son influence va se perpétuer jusqu'à 1800 ans après lui. Et ce qu'il y a de particulier dans la philosophie de Platon et d'Aristote est un concept important, celui de la plénitude et de la perfection du monde. Pour eux, même si Aristote a réussi à croire à une espèce de génération des êtres, il ne croyait pas nécessairement à une intervention divine, il y avait cette espèce de croyance que le monde était parfait, que les espèces n'allaient pas nécessairement évoluer, mais qu'elles étaient déjà dans un aspect de perfection et de plénitude. Et là, je fais un bond dans le temps parce que finalement, la philosophie d'Aristote va avoir un impact important dans les siècles où finalement la science va exploser au 13e, au 14e, au 15e siècle. Ce qui se passe à cette époque-là, c'est qu'on a un homme d'Église qui s'appelle Thomas d'Aquin et donc au 13e siècle, il va entreprendre la défense de la foi chrétienne. À cette époque-là, avec l'expansion de la science, il y a plusieurs phénomènes de la nature qu'on n'a réussi pas à bien réconcilier avec la Bible. Alors, voyant la foi finalement être heurtée par certaines choses qu'on n'est pas capable d'expliquer, il entreprendra un ouvrage dans lequel il va mettre 5 grandes preuves que Dieu existe. Donc, le but de Thomas d'Aquin est finalement de joindre la logique, la philosophie qu'on appelle réaliste d'Aristote. L'Aristote qui est un grand logicien qui disait qu'il fallait vraiment observer la nature et à partir de là faire donc des inférences logiques. Et donc, lui, Thomas d'Aquin, il va prendre cette philosophie-là et il va la joindre à la théologie chrétienne. Comment il fait pour faire ça? C'est qu'il réussit premièrement à convaincre l'Église que même si un homme ne croit pas en Dieu comme Aristote, il n'est pas un homme de foi, il n'est pas un homme d'Église, il est possible qu'il ait accès aux réalités de la science. Donc, la Bible est la révélation pour les choses de la foi et Aristote est la personne qu'il faut écouter pour les choses de la logique et de la raison. Il veut donc dire par là que la philosophie antique est une servante de la foi. Par des arguments de logique et de raison d'Aristote, on en arrivera à prouver que Dieu existe. Et il va réussir à faire ce qu'il voulait, à joindre la philosophie d'Aristote dans la théologie chrétienne, et ça va donner naissance à ce qu'on a appelé la scolastique, qui est la philosophie qui a été développée et enseignée dans les universités du Moyen Âge. Alors, Thomas d'Aquin va donc former la scolastique. En 1915, donc, il y a plusieurs écoles à Paris qui vont fusionner pour former l'Université de Paris. Et l'Université de Paris va dire que sa méthode fondamentale d'apprentissage est la scolastique. Donc, dans les siècles qui vont venir, tous les grands fondateurs des sciences, Galilée, Copernic, Newton, vont tous hériter un peu de cette méthode de travail, cette méthode de pensée. Donc, il y a une idée qui va émerger à ce même moment-là, la scala natura, qu'on appelle la grande chaîne de la vie. Dans cette grande chaîne de la vie-là, qui est aussi imaginée par Thomas d'Aquin et qui va imprégner le monde scientifique des siècles à venir, il y a cette idée-là d'une hiérarchie de complexité. Le monde minéral est en bas, le monde végétal suit, le monde animal, l'humanité, et dans le haut, si vous voulez, l'ultime de la complexité, l'ultime de la perfection, on a Dieu et les anges. Et dans cette représentation-là du monde, il y a l'idée du fixisme qui est imprégnée. L'idée de Platon devient christianisée, en ce sens qu'on dit que chacune des strates, on ne peut pas passer d'une strate à l'autre. Une roche ne peut pas devenir une plante, un végétal ne peut pas devenir un animal ne peut pas devenir un humain, etc. Il y a cette idée que quand Dieu a créé au début, il a créé tout parfait et ça ne varie pas, ça ne change pas. Et c'est très important cette idée-là parce que ça va être une brèche dans le créationnisme qui va être utilisée par les gens qui vont se révolter contre Dieu, qui vont vouloir imposer l'idée de l'évolution. Ils vont s'attaquer
à la fixité. On va faire un bref résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a déjà vu pas mal de matière. Premièrement, je vous ai montré que 600 ans avant Jésus-Christ, sur aucune base scientifique, sans faire référence à la nature, il y a cette idée-là du matérialisme. Il y a déjà cette idée-là que l'évolution se peut, que sans intervention de Dieu, la vie peut exister, le monde peut exister. Platon et Aristote vont imposer dans toutes les décennies, les siècles qui vont suivre, cette idée-là de perfection et de plénitude. Ensuite, il y a l'époque où l'Antiquité supérieure et le Moyen Âge, où il y aura la dominance du christianisme et donc de la création divine, qui va rendre impopulaires les idées de l'évolution. Par contre, on sait que dans le monde musulman, il y a, par exemple, Al-Jahiz, dans son livre sur les animaux, qui va décrire une théorie qui est quasiment identique à ce que Darwin va postuler, une théorie de l'évolution où la matière devient vapeur, vapeur devient eau, eau devient minéraux, minéraux devient poisson. Et ils vont être repris au 10e siècle, ils vont être perpétués comme ça. Sans devenir populaire, cette espèce d'idée-là de l'évolution continue à être présente en tant que croyance. Et on a un événement majeur, la christianisation, si on peut dire, du concept de Platon, qui va venir être une espèce de dogme officiel de l'Église, qui va devenir une doctrine officielle de l'Église, la scolastique et la grande chaîne de la vie, qui vont être imprégnés dans les universités et qui vont donc influencer tous les scientifiques de l'époque en termes de perfection au niveau de la création. Donc, ce que Dieu a fait est parfait et ne change pas. Et juste pour vous montrer que le fixisme a continué au travers des siècles qui ont suivi, on va arriver tout proche finalement de l'époque où les premières théories évolutionnistes vont être avancées. John Ray était créationniste et fixiste. Il a donc publié des travaux majeurs en zoologie. Il a travaillé sur la classification des plantes. On reconnaît dans son travail qu'il était en avance sur son temps. C'est un véritable génie. Pour lui, la Bible était une histoire littérale et il croyait effectivement, lui aussi, en cette espèce de perfection que les espèces probablement ne se transformeraient jamais en rien, qu'il n'y aurait pas de... Il croyait dans ce fixisme-là. Il ne croyait pas à la transformation des espèces. Il a été le premier scientifique à décrire de façon rigoureuse le concept d'espèce, parce que comme vous savez, à travers le temps, le concept d'espèce était utilisé, mais personne ne l'avait jamais vraiment décrit. Et on a donc un scientifique à la même époque, Carl von Linné, créationniste et aussi fixiste. C'est lui le père de la systématique, du système de classification. Par exemple, quand on dit que l'homme est Homo sapiens, c'est lui qui a développé le système binominal dans lequel on met le genre et l'espèce. Alors, lui, étant un très grand génie, a entrepris de classifier toutes les espèces qui vivent sur Terre et son but initial était de prouver la grandeur de la création divine. Alors, son succès a été tel que tous les scientifiques à travers le monde lui envoyaient des plantes et des animaux pour qu'il les classe dans son système. Et donc, Carl von Linné, toute sa vie sera fixiste, ça veut dire qu'il croit lui aussi qu'il y a cette perfection, cette position un peu trop radicale, que les espèces ne subissent pas de variation, que tout ce que Dieu a créé est parfait. À la fin de sa vie, il va changer un peu sa position sur le fixisme, toujours en demeurant créationniste. Et là, ça va donner lieu à quoi? Ça va donner lieu à une réaction. Il y a une révolution. Les scientifiques sont tannés que la religion s'ingère dans les choses de la science. Et il y a certains hommes qui vont finalement avoir une réaction démesurée face au fixisme, face à la création divine, et qui vont se mettre à tout remettre en cause. Un de ces hommes-là, c'est le comte de Buffon, précurseur du transformisme. Quand je dis le transformisme, c'est ce qui s'oppose au fixisme. C'est que les espèces, les formes de vie peuvent se transformer. Un organe, une écaille d'un reptile peut se transformer pour devenir une plume d'un oiseau. C'est complètement contraire à l'idée du fixisme. Cet homme-là, il jouissait de plusieurs appuis politiques
Donc, il était responsable de gérer le cabinet d'histoire naturelle du roi. Il jouissait donc de plusieurs appuis politiques, mais de celui de Louis XV. Et il va devenir le trésorier aussi de l'Académie des sciences et il va publier une collection d'encyclopédies très importante qui s'appelle Histoire naturelle en 36 volumes. Et pourquoi son œuvre devient si populaire? C'est parce qu'il fait un condensé ingénieux, qui fait preuve d'un très grand génie. Il va faire un condensé de toute la connaissance scientifique de l'époque. Donc, son ouvrage va être important. Et Buffon est quelqu'un qui ne croit pas au système de Linné, qui le rejette complètement. C'est quelqu'un qui ne veut pas croire non plus que la Terre a été façonnée par Dieu. Et il ne veut pas croire non plus à l'intervention divine. Il se met à tout remettre en cause, ce que tous les grands scientifiques, Galilée, Kepler, Newton, tous ces grands scientifiques-là ont toujours adhéré au créationnisme, ont toujours cru qu'il y avait une création divine. Lui, il se met à tout remettre en cause. Donc, il va être ce qu'on appelle le précurseur du transformisme. Ce qu'on veut dire par là, c'est que lui, il a eu certaines idées un peu abstraites. Dans ses encyclopédies, il va les introduire. Par exemple, la Terre serait le produit d'une météorite qui aurait cogné sur le Soleil, et là, soudainement, il y aurait un petit caillou qui se serait détaché, la Terre viendrait de là. Les espèces existent par une espèce de superposition des molécules sur des moules. Il y a toutes sortes d'idées très étranges dans son encyclopédie qui sont adjointes à son travail très ingénieux. Ensuite, il y a un deuxième point qui était attaché au créationnisme qui va commencer à être attaqué. Les formations géologiques de la Terre, les canyons, les mers, les continents, pour les créationnistes, avaient toujours été le résultat du déluge biblique. Ce déluge-là ayant causé des masses de sédiments, des mouvements de masse de sédiments ont finalement capturé des faunes, et c'est ce qui fait les fossiles. Quand on croit au catastrophisme, c'est ce qu'on croit. On croit que les fossiles proviennent de catastrophes. Quand il y a une catastrophe comme un tsunami, toutes les masses de sédiments viennent imprimer des fossiles sur de la roche. Et à cette époque-là, il y a des scientifiques qui ont commencé à s'opposer au catastrophisme. Ils ont commencé à suggérer qu'à la place de ça, il y aurait probablement des phénomènes qui s'opèrent très, très lentement et qui auraient finalement donné lieu à l'élévation des montagnes ou à la dérive des continents aurait été très, très lente. Une des choses que James Hutton va supposer, il va dire, donc, quand les mers érodent les continents, il y a des sédiments qui s'écoulent et qui vont dans le fond des océans, et ensuite, par la chaleur interne de la Terre, ces sédiments-là vont refusionner ensemble pour faire des nouveaux continents. Et là, il dit, bien sûr, on ne peut pas le voir parce que ça se fait sur trop longtemps. Et là, l'idée des millions d'années arrive. On s'oppose au catastrophisme. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner la baguette magique du temps qui va permettre à Lamarck et à Darwin, après ça, de postuler une théorie un peu magique où des formes de vie apparaissent, ou quelque chose d'aussi complexe qu'un avion apparaît, parce qu'on va vous dire il y a des millions d'années. On va mettre un écran de fumée devant la logique stricte et pure. On va vous mettre un écran de fumée, on va vous dire croyez à quelque chose qui semble magique, mais sur des millions d'années, on vous garantit que c'est scientifique. Et là, Charles Lyell, le disciple de Hutton, il va devenir un ami de Darwin aussi. Alors, vous voyez les pièces du puzzle qui commencent à se placer? On attaque premièrement le fait les formes de vie sont fixes, parce qu'effectivement, quand on regarde la nature, on est capable de voir qu'il y a des variétés, on est capable de voir que la sélection naturelle existe. Alors, il y a cette idée qui était beaucoup trop radicale dans le créationnisme qui est attaquée, et ensuite de ça, on attaque le fait que la Terre est jeune, on veut lui donner des millions d'années. Et ces gens-là ont tous vécu à l'époque de Darwin, et même, là, on en arrive à quelqu'un qui est l'ami de Darwin. Charles Lyell a été un scientifique qui a eu une très grande influence sur son époque, géologue. Il a été la personne qui a émis la théorie uniformitariste. Ce que ça suggère comme théorie, c'est que le présent est la clé du passé. Si on veut comprendre comment les montagnes se font, comment les canyons se font, regardons des processus naturels qui s'opèrent au quotidien et on va utiliser ça
pour expliquer le passé. Il rejette donc l'idée des catastrophes. C'est une position qui est beaucoup trop radicale. On le sait aujourd'hui, l'explosion du mont Sainte-Hélène à Washington, qui sur des centaines de kilomètres, en quelques jours, a changé les reliefs terrestres. En quelques jours, pas de besoin de millions d'années. On sait très bien, on a vu l'effet des tsunamis, on voit l'effet des glissements de terrain. Des fois, sur des dizaines et des centaines de kilomètres, les reliefs terrestres sont façonnés par des catastrophes. Et dans les années 80, 1980, les géologues vont revenir graduellement à une approche catastrophique. Ils vont croire qu'il y a des catastrophes. S'ils ne croient pas à la catastrophe du déluge, ils vont au moins recommencer à admettre que quand on regarde la géologie, les formations géologiques, on voit de claires évidences que les formations géologiques ont été faites par des catastrophes. Un de ces exemples-là, c'est les fossiles polystrates, ces arbres qui sont fossilisés à travers les strates de sédiments. Parce qu'ici, ce que Charles Lyell nous suggère, c'est qu'une strate de sédiment va se déposer à raison de, disons, 1 cm par 100 ans. Fait que vous comprenez que s'il y a des kilomètres de sédiments dans la roche, donc autrement dit, ça représente des époques de millions d'années. Mais on a vu les fossiles polystrates, on a des photos nous-mêmes de la SCQ où on voit des arbres qui sont fossilisés verticalement à travers le roc. Ce qui implique que les couches se sont déposées très rapidement, sinon l'arbre aurait eu le temps de pourrir juste pendant que les 2 premières couches du bas se seraient déposées. Mais à cette époque-là, il réussit à convaincre la communauté scientifique. Il va, dans les années 1830 à 1833, il va publier 3 livres des principes de géologie, dans lesquels il va amener des arguments assez convaincants pour convaincre Darwin. Et le sous-titré de cette édition-là nous dit « Une tentative d'expliquer les changements de la surface de la Terre par des causes opérant actuellement ». Et Darwin lira le premier volume des principes de géologie lors de son voyage à bord du Beagle. On peut constater ici que finalement, on a toute une chaîne de scientifiques influents et qui s'influencent les uns les autres et qui sont amis, qui sont main dans la main et qui sont des scientifiques qui ont apporté des très grandes contributions à la science. Darwin le fait, Lyell le fait aussi, mais ils vont beaucoup trop loin dans leur réaction au fixisme et au catastrophisme, qui n'est pas capable à l'époque de tout expliquer. Ils réagissent de façon démesurée en proposant une alternative qui est complètement illogique, qui est à l'opposé, complètement à l'opposé, au lieu d'essayer de trouver une intermédiaire, au lieu d'essayer d'expliquer ou d'attendre que la science découvre plus de données pour être capable d'expliquer certaines formations géologiques qu'on ne réussissait pas à s'expliquer dans un contexte de déluge. Et là, la première personne qui a émis une vraie théorie de l'évolution, c'est Jean-Baptiste Lamarck. Vous avez peut-être souvent entendu parler du lamarckisme. Alors lui, il est l'inventeur du mot biologie. Professeur de zoologie, lui, il va aller un peu plus loin que les transformistes qui ont vécu avant lui. Lui, il va essayer de trouver un mécanisme qui expliquerait par lequel les formes de vie se transforment. Et le mécanisme qu'il va donc proposer à la communauté scientifique, c'est la transmission des caractères acquis. Qu'est-ce que c'est la transmission des caractères acquis? C'est une girafe qui, durant sa vie, doit s'étirer pour manger la nourriture dans les arbres. Et à un certain moment donné, dans son environnement, il y a quelque chose qui fait que la nourriture se trouve un petit peu plus haut dans l'arbre. Elle va donc solliciter son cou en essayant de s'étirer constamment pour atteindre la nourriture. Et ce que Lamarck suggère, c'est qu'elle va transmettre, cette girafe-là, elle va transmettre à ses descendants l'acquisition de ce caractère-là qui fait en sorte que son descendant va avoir le cou plus long. Il résume, la loi de Lamarck se résume ainsi: tout ce qui a été acquis, tracé ou changé dans l'organisation des individus pendant le cours de leur vie, c'est ça qui est le point majeur ici, est conservé par la génération et transmis aux nouveaux individus. On sait que ce concept-là est complètement faux, il a été prouvé faux par après, mais les idées de Lamarck vont être assez fortes pour influencer certains scientifiques à continuer à croire à l'évolution, à continuer ce combat-là, cette proposition-là, de cette idée-là très drastique de l'évolution. Une des idées de Lamarck, c'était aussi l'idée de la génération spontanée. Pour lui, c'était un peu un point de départ. La génération spontanée, c'est de supposer que la matière inerte peut former une cellule, peut former les organismes très simples qu'on a parlé au début. Mais rappelez-vous que
L'ADN a été découvert seulement dans les années 50. À l'époque de Darwin, on voyait une vacuole avec quelques protéines à l'intérieur. On avait l'idée que la cellule, les unicellulaires, les organismes microscopiques, étaient en fait pas très loin de la matière inerte. C'était pas très loin de la boue. De la boue, un organisme multicellulaire, unicellulaire simple, c'était à peu près la même chose. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a autant de différences entre la matière inerte et l'unicellulaire qu'il y en a entre le métal et un avion. Mais pour lui, il dit la chose suivante, c'est là quelque chose de fondamental. C'est la principale justification de son transformisme. La nature crée directement les formes les plus simples. Et après, elle ne peut pas les complexifier. Donc lui, Lamarck propose un mécanisme par lequel la nature se complexifie, mais il dit que directement la nature, sans aucune force, sans aucune loi spéciale, la nature transforme et sa justification pour ça, c'était que les organismes étaient tellement simples, tellement proches de la boue ou du sable qu'il suffisait d'un petit clin d'œil comme ça et il y avait des formes de vie très simples qui commençaient à grouiller. Et là, on a un admirateur de Lamarck qui va le succéder, Robert Grant, un des fondateurs de l'Université de Londres. Il est farouchement, lui aussi, opposé à l'autorité de l'Église. Il va s'opposer à la création. Il s'oppose à tout ce qui touche la création. Et cet homme-là va donc fonder une école de pensée, lamarxisme, transformisme. Il va organiser des communautés, des clubs de scientifiques pour essayer d'évacuer le créationnisme de la science, de lutter contre la religion qui s'ingérait dans les choses de la science. Ça a été, donc c'est un homme très passionné pour l'idée du transformisme et ce qu'il y a de particulier avec lui, c'est qu'il va être le professeur de Darwin. En 1926, Darwin va être son étudiant et Darwin va contribuer à ses travaux, il va être son assistant dans les travaux sur les espèces de vie marine. Dans la troisième partie, le résumé de ce qu'on a vu, c'est comment se fait-il, pourquoi la table est mise pour Darwin? Quels sont tous les ingrédients qui sont mis en place pour que Darwin en arrive à ça, à l'idée de l'évolution? Il y a une fixité trop radicale qui fait partie de la théorie créationniste. L'idée de la perfection et de la plénitude est présente dans le 13e siècle et va se perpétuer jusqu'à John Ray et Carl von Linné, qui ont été des scientifiques très influents de l'époque et qui continuent à être des gens fixistes. Alors là, on a la campagne de M. Comte de Buffon qui, avec son appui politique, son influence dans le monde scientifique, va utiliser son œuvre, ses encyclopédies, pour propager cette idée-là du transformisme. Et quasiment à la même époque, il y a une deuxième attaque qui est faite contre le créationnisme, l'idée que donc le déluge n'étant pas capable d'expliquer toutes les formations géologiques, on jette ça à la poubelle. Certains scientifiques, en tout cas, le veulent, Huttons et Lyell, qui vont jeter ça à la poubelle et qui vont proposer que finalement tout se déroule sur des millions d'années de façon très graduelle et c'est donc complètement en dehors du cadre scientifique parce que des millions d'années, vous ne pouvez pas observer ce qui se produit sur des millions d'années. La théorie transformiste formulée par Lamarck qui arrive, parce que là, on a une baguette magique du temps, les millions d'années sont là, et donc, ça ouvre la voie aux spéculations. Si vous êtes obligé de trouver quelque chose pour expliquer l'origine de la vie, si la Terre a 10 000 ans, vous êtes beaucoup plus limité que si vous avez des millions d'années. Si vous avez des millions d'années, il y a bien des mécanismes que vous pouvez proposer parce que c'est dans un lointain passé qui ne sera jamais observable. Et c'est très dur de contester quelqu'un quand quelqu'un dit « Oui, je sais que ça ne se peut pas, mais sur des millions d'années. » Robert Grant, qui va donc succéder et qui va pousser beaucoup plus loin les idées de Lamarck, et il va essayer de les imposer dans le monde scientifique, et Darwin va étudier avec lui. Et Charles Lyell, qui est l'ami de Darwin, et finalement, on a la publication de l'origine des espèces par Charles Darwin. On arrive à parler de Darwin. Darwin a donc été influencé, on l'a vu, par des scientifiques, par son grand-père Erasmus Darwin, qui était lui-même transformiste avant Lamarck et qui avait déjà postulé des idées très proches de l'évolution et on a retrouvé des manuscrits des livres d'Erasmus Darwin dans les effets personnels de Darwin et on a noté qu'ils étaient fortement annotés. On sait que Darwin a été influencé par son grand-père qui était déjà transformiste.
Quelques points importants, je viens de le dire, Erasmus Darwin, qui était son grand-père. Darwin étudiant aussi, fait important à soulever. Darwin, quand il était étudiant, il a étudié en théologie, c'était finalement à l'époque normal, c'était la voie normale à prendre pour les scientifiques. Souvent, ils étudiaient la théologie et conjointement à ça, ils faisaient des études scientifiques. Et Darwin a admis dans une autobiographie qu'il avait été convaincu au début par l'argument de William Paley. Pour ceux qui connaissent l'argument de l'horloger, ça vient de William Paley. L'argument s'intitule ainsi « Si vous considérez un organisme un peu complexe, avec l'évidente finalité de tous ses organes, comment ne pas conclure qu'il a été produit par la volonté d'un créateur? Il serait absurde d'y parler, de supposer que l'œil d'un mammifère, par exemple, avec la précision de son optique et sa géométrie, aurait pu se former par hasard. » C'était l'argument qu'on appelle aussi l'argument du intelligent design, du dessin intelligent, qui dit que les structures dans la nature semblent avoir une finalité, semblent avoir un but et ont un niveau de complexité et de perfection et d'optimisation qui dépasse les conceptions de l'homme. Alors comment peut-on supposer qu'une intelligence moindre que l'homme aurait pu faire ça? C'est tout simplement un argument de causalité qui est finalement la base du raisonnement scientifique. L'argument de Paley a, pendant des décennies, freiné les idées évolutionnistes parce que la majorité de la communauté scientifique adhérait à cette conception-là du monde, que le monde était trop parfait, trop harmonieux, trop complexe pour être expliqué par un processus aveugle. Et Darwin était parmi ces personnes-là. Il se disait enthousiasmé et convaincu au début de sa vie par l'argument de Paley. Et finalement, Darwin, en 1831-1836, c'est l'événement qui va marquer un peu l'important de la vie de Darwin. Il va s'embarquer à bord du bateau Beagle parce que Darwin provient d'une famille fortunée. Il jouit d'une bonne réputation. Il a l'appui de certains de ses professeurs. Ils réussissent à lui trouver une place à bord d'un voyage d'expédition qui va partir à travers le monde. Et il va s'embarquer non pas comme biologiste, mais comme géologue. Il va lire le livre de Charles Lyell, il va récolter toutes sortes d'échantillons, il va voir certaines formations rocheuses, il va mettre ça en parallèle avec le livre de Charles Lyell, il va promouvoir ses idées, il va même les lancer plus loin, et quand il va revenir, il va publier son journal, il va devenir célèbre. Darwin est devenu célèbre principalement à cause de ses idées en géologie, des idées très proches de Charles Lyell, qui étaient donc des idées très proches aussi des millions d'années. Darwin était donc convaincu que la Terre pouvait avoir des millions d'années. Et comme je vous disais, ce sera donc cette baguette magique-là qui lui permettra de spéculer. Donc, en résumé, Darwin est sous l'influence de son grand-père, de son professeur Robert Grant, Lamarck. Darwin a lu Lamarck, a lu Lyell. Il reçoit l'appui de plusieurs scientifiques influents quand il revient. Et Darwin, ça va aller plus loin que ça, il va devenir président de certaines associations scientifiques. Darwin va finalement jouir d'une assez grande réputation dans le monde scientifique. Darwin était déjà en proie aux doutes. Les premiers doutes de Darwin qu'on peut lire dans son autobiographie et dans d'autres écrits, c'est qu'il trouvait qu'il y avait des incohérences. L'argument de Paley était convaincant pour lui, mais à un certain moment dans sa vie, quand il a étudié les espèces marines, Darwin a dit « Mais comment ça se fait que Dieu fait des espèces si belles, si merveilleuses, à 1 kilomètre dans les fonds marins? On ne peut même pas les voir. » Pour lui, c'était une incohérence qui a mis des doutes dans sa foi. Il se demandait comment ça se fait qu'une espèce faite par Dieu peut infliger douleur ou infliger la mort à une autre espèce. Pour lui, c'était des incohérences qui ont justifié le fait de se détourner de la création divine, d'enlever cette option-là et de la remplacer par une autre. Et en 1851, phénomène encore moins bien compris par lui et qui l'a révolté complètement de la foi, sa jeune fille de 12 ans décède. C'est à ce moment-là qu'on dit qu'il a perdu la foi complètement. L'élément majeur des travaux de Darwin est celui-ci. Et c'est l'élément majeur aussi qui s'est opposé au fixisme. C'est les pinsons des îles Galapagos. Durant son voyage, Darwin n'a pas fait que des études géologiques, il a fait des études biologiques aussi. Il a récolté 13 à 14 espèces de pinsons sur les îles Galapagos et il s'est rendu compte qu'elles étaient elles semblaient apparentées les unes aux autres, très ressemblantes les unes aux autres, mais il y avait des différences au niveau de la forme du bec, de la grosseur et de la dureté du bec. Et donc, Darwin s'est rendu compte que ça avait un lien
avec la nourriture dont se nourrissaient ces oiseaux-là. Ceux qui se nourrissaient d'insectes avec un bec fin et mince et plus mou, caractéristique des insectivores. Ceux qui se nourrissaient d'une noix dure avaient un bec plus court, plus dur, plus robuste pour casser la coquille. Ceux qui se nourrissaient de la chair des cactus, par exemple, avaient un autre type de bec différent des autres. Et il s'est rendu compte finalement qu'il y avait une corrélation avec la nature. Il y avait une corrélation avec l'environnement dans lequel vivait le pinson. Mais à ce moment-là, Darwin ne fait aucune conclusion dans le sens de l'évolution. Aucune conclusion dans le sens de la sélection naturelle, même qu'il est négligent quand il prend ses notes sur ces oiseaux-là. Il néglige même de prendre en note l'endroit géographique où il a pris chacun de ces pinsons-là. Et Darwin va revenir sur la terre ferme et pendant 20 ans de temps, il ne revient même pas aux pinsons des îles Galapagos. C'est 20 ans plus tard, après avoir subi l'influence de tous les gens transformistes de l'époque, les gens qui croient donc qu'il faut rejeter le fixisme, qu'il faut rejeter la géologie du catastrophisme, qu'il faut se tourner vers autre chose. Darwin est dans ces sphères-là toute sa vie, influencé par ses amis proches comme Robert Grant, comme Charles Lyell et bien d'autres, et va finalement, en 1859, publier L'origine des espèces. On avait deux positions à l'époque. La création qui était fixe et immuable, et le transformisme, l'évolution qui nous dit qu'un reptile peut se transformer en oiseau, qu'une écaille peut devenir une plume, qu'une bactérie peut devenir un petit poisson, une plante, un mammifère, etc. Cette transformisme-là radicale, où se trouve la vérité? Les faits nous disent que le créationnisme fixiste n'était pas complètement vrai. Il y a, on le sait, probablement une espèce de canidé originale que Dieu aurait créée, et par la suite, il y a eu une diversité, il y a eu les loups, il y a eu les chiens domestiques, etc., les chiens sauvages. On croit à une certaine variabilité aujourd'hui, on la constate au niveau de la longueur du poil, de la couleur du poil, de la taille d'un chien, mais on ne voit pas de nouveaux organes apparaître, ces variabilités-là au sein d'une espèce, on ne voit jamais. Les faits sont ici et ils ne vont pas plus loin qu'ici. On voit des grosseurs de bec différentes parce que probablement qu'il y a eu une micro-variation à un moment donné qui a fait qu'un pinson avait un bec un peu plus dur et il a été capable de se nourrir des noix alors que son congénère à côté ne pouvait pas parce qu'il ne bénéficiait pas de cette mutation génétique-là. On le croit, mais le bec sert toujours à manger. Le bec d'un pinson ne s'est jamais transformé en un autre organe. Il y a eu donc un passage du coq à l'âne quand on a passé des faits à la fiction. Et comment on a fait pour passer à la fiction? C'est l'idée des millions d'années. L'idée des millions d'années a été cet écran de fumée qui est venu se jouer de toute la communauté scientifique et qui a fait que les gens ont finalement adhéré à l'évolution. Le même scientifique dont on parlait au début, à la fin de sa vie, s'opposait à l'évolutionnisme et nous dit ça sur la sélection naturelle. Dans une zone qui se désertifie, les espèces qui disparaissent en premier sont celles qui ont le plus besoin d'eau. Cela n'explique pas l'apparition chez les survivants de structures dont les propriétés fonctionnelles permettent de mieux résister à la sécheresse. Et là, il nous dit en conclusion, le concept de sélection naturelle n'est pas un concept très fort. En bout de piste, le concept de la sélection naturelle ne fait que nous expliquer que dans une population, par exemple, une population où il y a des loups au poil court, des loups au poil long, s'il se met à faire très froid dans l'écosystème, les loups au poil court vont disparaître. Ils vont moins s'adapter au froid, ils vont être moins capables de se nourrir, moins capables de se reproduire. Mais qu'est-ce que vous avez après l'événement de sélection naturelle, après cette période de froid qui est venue? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des loups au poil long, des loups qui résistent mieux au froid. Mais si la température s'inverse et se met à faire chaud, qu'est-ce qui va se passer? Probablement que l'espèce va faire face à une extinction. Tout ce que la sélection naturelle permet d'expliquer, c'est une espèce de tranchant qui arrive où il y a une pression dans l'environnement et qu'il y a des espèces qui ne sont pas assez adaptées et on garde celles qui sont mieux adaptées. Mais ça n'explique pas l'origine des choses. Ça n'explique pas, et c'est ce que lui ici nous dit. Il dit s'il y a de la sécheresse et qu'il y a des espèces un peu mieux adaptées, qui ont un peu moins besoin d'eau, elles vont survivre, les autres vont mourir. Mais après, ça n'explique pas l'apparition chez les survivants de structures qui amélioreraient ça.
Et là, donc, à l'époque de Darwin, l'origine des espèces est publiée et connaît un succès un peu mitigé. À l'époque, les scientifiques continuent d'être créationnistes et même certains amis de Darwin ne sont pas convaincus que le mécanisme de la sélection naturelle explique bien l'origine des espèces. Donc, l'évolution n'est pas encore très populaire. Il va y avoir deux acteurs majeurs qui vont rendre l'évolution populaire. Thomas Henry Huxley, qui vit à l'époque de Darwin, va donc décider de produire des preuves basées sur les fossiles. Et ça va être un peu le début d'une argumentation scientifique. Et donc, cet homme-là était un farouche défenseur du darwinisme. Il était appelé le bulldog de Darwin. Il a fait beaucoup plus que Darwin pour rendre populaire l'idée de l'évolution. Une des icônes de l'évolution qu'il a produite, qu'il a publiée en 1876-1879, donc peu de temps après la publication de l'origine des espèces, est la preuve de l'évolution des chevaux. L'évolution des chevaux se retrouve encore aujourd'hui dans les manuels scolaires. Alors, il s'agit d'un vieil icône. Qu'est-ce qu'il essaie de nous démontrer par là? Il essaie de produire une image très convaincante dans laquelle on voit des fossiles, donc une espèce fossile de cheval qui était plus petite, qui avait 2 doigts de plus que les chevaux contemporains. Et là, dans les strates géologiques plus jeunes, on voit une espèce de progression de la grandeur. Donc, le premier cheval qu'on voyait dans le registre fossile mesurait 40 cm, alors qu'aujourd'hui, c'est 1,6 m. Il a noté certaines différences au niveau des dents, certaines différences au niveau du pied. Alors, ici, il y a cette idée-là de progression qu'on va voir après ça avec le singe qui va à l'homme. Et là, il y a toute cette... c'est une espèce de campagne pas très scientifique ici qui prend place, parce que cet argument-là est complètement fou, complètement basé sur des données qui ne représentent pas cette réalité-là. Mais qu'est-ce qui va se produire, c'est que ces images-là, qui vont être reproduites dans des journaux scientifiques, mais aussi dans des journaux séculiers, vont convaincre la population, vont commencer à convaincre les scientifiques qu'il y a eu une progression dans le temps, qu'il y a eu une transformation. Dans les faits, il n'y a aucun endroit sur Terre où vous allez aller, puis que vous allez avoir des couches, des strates où vous allez trouver ce petit cheval-là, et là, vous allez monter un peu plus haut dans la strate et vous allez en trouver un autre. Non, chacun de ces fossiles-là a été trouvé sur des continents différents. Celui qu'on dit qui était le plus vieux a été trouvé sur une strate près de la surface. Il n'y a absolument rien qui se tient. Il y a une petite partie de vérité dans cette image-là et une grande partie de tous ces morceaux de casse-tête-là qui ont été placés habilement au bon endroit pour faire une image qui semble une progression et qui, finalement, imprègne dans l'idée du lecteur cette idée que la progression est prouvée par les fossiles. Dans la réalité, on sait que même aujourd'hui, à travers la même espèce de chevaux, on peut avoir un cheval de 43 cm puis un de 1,6. Ce n'est pas 60 millions d'années d'évolution qui explique ça, parce qu'au travers de la même espèce aujourd'hui, on réussit à avoir une variabilité au niveau des formes qui est aussi grande que celle que Thomas Huxley a voulu produire dans son image. On a des cas documentés de chevaux qui naissent avec 2 orteils de plus. Toute son argumentation ne se base pas sur une réalité fossile, mais sur des fragments de preuves. Un autre argument qui va convaincre la communauté scientifique, qui va propulser l'évolutionnisme et qui va même faire dire à Darwin que sa théorie est vraie, c'est l'argument embryologique d'Ernst Haeckel. Ernst Haeckel jouit d'une très grande réputation, biologiste et philosophe allemand. On dit de lui qu'il est le père de l'écologie. Il va produire une panoplie de documents scientifiques dans lesquels il décrit la vie. Il est membre de 90 académies et sociétés savantes. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va imprégner dans l'idée des gens l'idée suivante: n'importe quel vertébré que vous prenez, un poisson, une tortue, un lapin, jusqu'à un humain, quand vous regardez le développement embryonnaire de cette espèce-là, au début du développement embryonnaire, ils sont tous pareils. On est tous pareils. Il essaie de prouver par là qu'on a une origine commune, que la tortue et l'homme viennent du même ancêtre commun. Puis si on vient du même ancêtre commun, bien, il essaie de le prouver ici par le fait que notre embryon, au début, est pareil. Et finalement, plus le développement embryonnaire avance, on voit le poisson, la salamandre, la tortue qui se développent et qui deviennent de plus en plus différents.
Cette icône-là a été publiée en 1886, est une fraude du début jusqu'à la fin. Ernst Haeckel avait déjà été reconnu par les embryologistes et les scientifiques de l'époque comme quelqu'un qui forçait le crayon pour essayer de faire passer ses idées. Et cette icône-là se retrouve même jusqu'à dans des manuels à l'an 2000. La comparaison avec les vrais embryons. Dans le fond, il a pris un embryon de tortue qu'il a recopié 8 fois. Il n'a jamais pris les vrais embryons. Et là-dessus, il y a des embryons qui, dans la réalité, sont 40 fois plus gros que d'autres. Fait qu'on ne voit même pas les différences de grosseur ici. On voit les différences de forme. Et à l'époque, il a été confronté par plusieurs embryologistes et il a été obligé d'admettre un petit nombre. 6 à 8 % de mes dessins d'embryons sont des faux. C'est à peu près tout qui était faux dans ces dessins. Il a fallu attendre 1998 pour que Michael Richardson, scientifique, nous dise dans le magazine Scientific American, Haeckel a donné une vision fausse du développement embryonnaire. Sa supercherie va plus loin. C'est vraiment une supercherie. C'est reconnu par un évolutionniste ici que ce que Haeckel avait fait, c'est une supercherie. Il contient tant d'erreurs qu'il ne s'est même pas contenté de reproduire des vrais embryons. Il n'a même pas reproduit des vrais embryons, il a recopié un embryon de tortue 8 fois. Et il a utilisé sa popularité dans le monde de la science, comme le père de l'écologie, membre de plusieurs académies scientifiques pour passer son idée. Et on se rappellera que c'est pas mal tout ça qui est arrivé avec les gens avant lui. Même les embryologistes de l'époque n'étaient pas d'accord avec lui. Voici une citation de 1894, donc 8 ans après la publication. Il dit « Pourtant, je sais distinguer un embryon de coq d'un embryon de canard dès le second jour. Je dois donc dire qu'au regard de ce qui précède, chaque espèce est distincte et elle peut être aisément différenciée d'une autre espèce très apparentée à partir des tout premières étapes du développement embryonnaire. » Qui vient complètement défaire l'idée de Haeckel que pendant une partie du développement embryonnaire, on est tous pareils parce qu'on avait un ancêtre commun. Stephen Jay Gould, qui est un évolutionniste reconnu mondialement, disait en l'an 2000 « Nous avons le droit d'être aussi surpris qu'embarrassés par ce siècle de recyclage insensé. » Enfin, quelqu'un qui utilise le bon mot pour parler de ça. Un recyclage insensé qui a mené à la persistance de ces esquisses dans un grand nombre, si ce n'est pas la majorité des manuels scolaires modernes. On a utilisé la fraude de Haeckel pour inculquer dans l'idée des scientifiques, dans les idées des étudiants que l'évolution était vraie et c'était une fraude. Et Darwin, voyez ce que Darwin affirme après avoir vu les travaux de Haeckel. Il dit « Selon moi, l'embryologie est de loin la classe de faits la plus en faveur d'un changement des formes. » Darwin, il publie son livre et après ça, il y a plein de monde qui viennent le défendre, c'est Bulldog. Et là, il voit les travaux de Haeckel et il dit « Ah! » Il dit « En bout de piste, l'embryologie est finalement ce qui prouve le plus ma théorie. » Et Darwin avait devant les yeux une complète fraude. Et il s'est laissé berner, comme bien des scientifiques. Il va s'amorcer après ça la chasse aux fossiles. Un événement majeur qui s'est produit en 1912, il y a un chasseur de fossiles, un amateur de fossiles, Charles Dawson, qui apporte au musée d'histoire naturelle, il s'en va voir le docteur Arthur Smith Woodard et lui propose une découverte qu'il a faite, un crâne qui a de l'air humain avec une mâchoire d'orang-outan. Et ça serait, finalement, à cette époque-là, il y avait cette espèce d'idée-là qui a émergé aussi, l'idée de l'évolution de l'homme à partir du singe, qui était la conséquence de l'évolution. Et là, il y avait une bataille sur est-ce que le premier homme est anglais ou français? Ça peut paraître ridicule, mais dans le monde scientifique, on espérait trouver le premier homme singe en terrain anglais, pour pouvoir dire que le premier homme était anglais. Alors, avec empressement, les plus grands paléontologues de l'époque, qu'on voit ici, les plus grands de l'époque, qui entourent le crâne de l'homme de Piltdown, une fameuse photo. Et sur cette photo, on voit le docteur Arthur Smith Woodard, qui était le président de la Société géologique de Londres, et donc conservateur aussi au Musée d'histoire naturelle de Londres. Le professeur Lancaster, professeur géologiste, lui aussi directeur au musée. Arthur Keefe, qui était un anthropologue, anatomiste, leader mondial dans l'étude des fossiles humains.
Et on a donc un zoologiste qui était en charge de l'ostéologie, donc l'étude des os. On a là les plus grands scientifiques de l'époque, ceux qui auraient été le plus supposés voir que l'homme de Piltdown, ce crâne-là, était une fraude. Quelqu'un avait pris le crâne humain, avait mis une mâchoire d'orang-outan, avait vieilli en limant les dents, avait vieilli avec un élément chimique, avec du biochromate, avait vieilli artificiellement le crâne, et ils ont pris ça, et ils ont dit, voilà, le premier homme est anglais, nous avons une preuve de l'évolution. Probablement la citate la plus importante de ma présentation est celle-ci. C'est une citation de Scientific American en 1996 qui résume la situation qui s'est passée à l'époque. Lancaster, vous vous rappelez, un des directeurs du British Museum, et qui était le pourfendeur, donc celui qui, le sceptique, qui ne se laissait pas prendre par les imposteurs. Le pourfendeur des imposteurs, il se laissera lui-même berner par l'homme de Piltdown, l'une des plus célèbres fraudes de l'histoire de l'évolution. Pendant 40 ans, les scientifiques croient reconnaître des fragments d'anthropoïdes dans les ossements mis au jour à une cinquantaine de kilomètres de la maison de Darwin, une drôle d'ironie. Ils prétendent avoir découvert les restes du chaînon manquant, le fameux chaînon manquant. En fait, il y a des millions de chaînons manquants. Il y a des poupous de chaînons manquants entre les mollusques, les arthropodes, les vertébrés. Mais souvent, on est habitué d'entendre dire que le chaînon manquant, c'est entre le singe et l'homme. C'est le plus petit de tous les chaînons qu'on a à trouver. Et là, la citation continue ici. Enthousiasmé pour la théorie Darwin-Wallace, Lancaster et ses collègues évolutionnistes acceptent, sans aucun esprit critique, ce fossile fabriqué de toutes pièces. Pourquoi? Parce qu'ils étaient enthousiastes face à l'idée de l'évolution. Ils voulaient l'évolution. Et on était tout simplement juste en train, on avait juste à leur proposer n'importe quel fragment de fossile et ils allaient être convaincus. Les plus grands spécialistes de l'époque n'ont pas eu envie d'étudier avec plus de minutie le crâne. Premièrement, il s'agit juste d'un morceau de crâne, quelques dents et une mâchoire. Alors qu'on a des millions de fossiles qui disent peut-être autre chose. Comment ça se fait qu'ils décident de se fier sur un morceau en ne regardant pas tout le reste du registre fossile qu'on va voir dans poursuite de ma présentation, que le registre fossile dit complètement l'inverse de ça. Ils ont accepté sans aucun esprit critique, ce qui démontre la volonté, la motivation que les scientifiques avaient que l'évolution soit vraie avant même qu'elle soit prouvée. Le crâne était semblable à celui d'un homme et la mâchoire celle d'un singe au molaire bien usé. Ils ont remarqué, 41 ans plus tard, que le crâne et la mâchoire avaient été artificiellement oxydés avec du bichromate pour produire la coloration et l'âge. La microscopie, qui est arrivée à cette époque-là, qui n'était pas disponible en 1912, a permis de constater que les dents avaient été limées pour imiter l'usure des dents humaines. On prouvait 41 ans plus tard que l'homme de Piltdown était un faux associé un crâne humain à une mâchoire d'orang-outan. Autre événement qui a pris place, le Scope Trial, ou ce qu'on appelle des fois le Monkey Trial. Donc, en sol américain, ce qui s'est produit, le monde américain était donc très christianisé. On a passé une loi au Tennessee où on a empêché l'enseignement de l'évolution. En fait, c'est faux. C'est l'enseignement de l'évolution de l'homme qui avait été empêché. On voulait laisser aux parents le loisir de décider qu'est-ce que leurs enfants devaient croire sur qu'est-ce qu'ils sont. Ils sont-ils un singe ou une créature de Dieu? Mais sur le reste, on n'empêchait pas. Dans le petit village de Dalton, les villageois ont décidé de dire, pour attirer les médias vers nous, on va créer une controverse dans notre ville. On va contacter un professeur et on va lui demander d'enseigner l'évolution illégalement. Et donc, ça va créer une tollée. Et de cette façon-là, l'attention des médias va venir dans notre ville. Et ils ont eu raison. Ça a été un des procès les plus médiatisés des États-Unis et un des plus importants des États-Unis en ce qui concerne l'enseignement. Alors, ce professeur-là, John Scope, a été accusé d'avoir enseigné l'évolution illégalement. La loi avait été passée en mars 1925. Et donc, le procureur, Bryan, versus un membre de l'ACLU, Clarence Darrow. L'ACLU, c'est l'Association des libertés civiles américaines, une association très libérale qui veut lutter contre le christianisme. C'est fait vraiment partie d'un de ses fondements. Elle avait dit en mars 1925, quand la loi a été passée, nous défendrons n'importe quel professeur qui va se faire poursuivre sous cette loi-là parce qu'il a enseigné l'évolution illégalement. Nous allons le défendre gratuitement.
Alors, ils ont contacté John Scope et s'en est suivi 10 jours d'audience. Et l'importance de ce débat-là n'est pas vraiment l'issue, parce que finalement, la Cour a condamné à 100 de pénalité le professeur John Scope. Mais c'est tout l'aspect médiatique qui a pris place. Clarence Darrow a attaqué le procureur en lui sortant toutes ces preuves de l'évolution qui n'en étaient pas, qui étaient finalement des fraudes ou des fausses interprétations. Et le procureur, qui n'est pas du tout un scientifique, ce procureur-là, qui défend la cause du christianisme, n'est pas capable de répondre aux objections, n'est pas capable d'expliquer les contradictions entre le déluge et la géologie. Il n'est pas scientifique, il se couvre de ridicule et les médias ne font que perpétuer jour après jour la défaite du christianisme et comment le christianisme s'oppose aux vérités scientifiques, qui ne sont pas des vérités scientifiques, qui sont des fraudes, des fausses interprétations. Alors, ça va avoir un impact majeur sur la conception des Américains dans l'enseignement, dans les universités. Il va y avoir graduellement l'abandon du créationnisme au profit de l'enseignement de l'évolution et ça a été un point majeur qui a eu cette influence-là. Pour faire un résumé de ce qui s'est passé à nos temps modernes, j'ai fait cette belle petite ligne du temps que j'aime beaucoup et ça nous montre qu'à partir de l'origine des espèces, il n'y avait pas encore, la popularité de l'évolution n'était pas encore là. C'est vraiment les événements qui sont arrivés par après. La campagne de Huxley contre la théologie naturelle de Paley, l'argument du dessin intelligent, l'argument des complexités de la perfection de la nature, s'oppose à ça, décide de produire des preuves fossiles pour appuyer Darwin, des preuves fossiles qui sont de toute évidence une manipulation illustrative. Ernst Haeckel qui fait une fraude qui va durer pendant 120 ans. Et là, on a en 1912 un troisième élément majeur, la preuve, le fameux chaînon manquant, qui n'en est qu'un sur des millions, mais le chaînon manquant entre le singe et l'homme qui vient prouver à la communauté scientifique d'adhérer au concept de l'évolution. Ensuite de ça, 13 ans plus tard, un peu après, 11 ans plus tard, je ne sais plus calculer, 1923, pas très longtemps après, ce débat-là qui se produit entre deux hommes de loi, deux hommes de cour qui ne sont pas des scientifiques, mais dont l'un est beaucoup mieux préparé que l'autre, et qui arrive à une époque où on n'est même pas encore au courant que les preuves n'en sont pas. En 1953, on rejette l'homme de Piltdown complètement, et en 1998, on fait une demi-admission. On dit que Haeckel a donné une vision fausse du développement embryonnaire, que c'est une supercherie, mais que quand même les embryons se ressemblent et que l'évolution peut quand même être confortée. Le registre fossile, ça va être la dernière chose que je vais parler parce que donc, le registre fossile, c'est le seul témoin de l'histoire de la vie. Ça devrait être le registre fossile qui est notre point de départ pour dire s'il y a eu évolution ou création. Stéphane Jay Gould, dont on a parlé tantôt, est un évolutionniste, mais il ne croit pas que la vie s'est déroulée graduellement. Il refuse de croire ça. Et finalement, ce n'est pas ce qu'il veut, mais il est en train de démontrer que les créationnistes ont vrai. Il dit l'extrême rareté des formes de transition est le secret de fabrique de la paléontologie. L'historique de la plupart des espèces fossiles comprend deux caractéristiques qui vont à l'encontre du gradualisme. Le gradualisme, qui est l'idée de la transformation graduelle des formes de vie sur des millions d'années. Première chose qu'on voit dans le registre fossile, il nous dit la fixité. La plupart des espèces ne démontrent aucun changement de direction tout au long de leur vie sur Terre. On regarde une espèce de mollusque dans la tranche du bas, on le regarde dans la tranche d'après, on le regarde là, et il n'évolue jamais. Tous les fossiles qu'on a de lui sont toujours identiques et quasiment identiques à son cousin contemporain. Il n'y a pas de changement. Quand il y a des changements, ces changements, dans le registre fossile, leur apparence est à peu près la même à leur disparition. Les changements morphologiques sont habituellement limités et sans direction. Oui, il y a une légère variation. Il y a un peu de variation. Mais les changements sont limités, ne font pas en sorte qu'on voit un nouvel organe apparaître. C'est ça qu'on veut dire par sans direction. Il y a un changement, mais le bec de pinson, il change un peu, mais il ne devient jamais rien d'autre qu'un bec. Le changement est limité, il est sans direction. Deuxième point qui est intéressant et qui correspond très bien au récit de la Genèse, l'apparition soudaine.
peu importe la zone locale, les espèces n'apparaissent pas graduellement à la suite de la transformation de leurs ancêtres. Ils apparaissent tout d'un coup complètement formés. Et c'est ce à quoi on s'attend si on croit au créationnisme. On croit que Dieu a créé des genres majeurs, des familles majeures de vie, des formes de vie majeures, et qu'il y a eu des micro-variations au niveau de la forme, de la couleur, de la grandeur, qui peut faire en sorte qu'on a des milliers de sortes de chiens. Donc l'idée de Darwin ne se retrouve pas dans le registre fossile, et aujourd'hui, les évolutionnistes sont contraints à utiliser toutes sortes de fragments de fossiles, comme le fossile de Lucy que vous avez souvent entendu parler, qui est un chimpanzé. Ce n'est pas un singe-homme, c'est un chimpanzé, mais on pense, basé sur certaines spéculations, qu'il marchait debout. Un singe qui marchait debout. Et ça, c'est une des plus grandes preuves de l'évolution. Le verdict du registre fossile est le suivant. La prédiction darwinienne, c'est à gauche. On prédisait qu'ici, il y avait probablement certains unicellulaires, des formes de vie très simples, qui se sont complexifiées pour donner plein de formes de vie. Les unes sont toutes reliées aux autres par des ancêtres communs. Mais ce qu'on a vu, le vrai registre fossile, ça ici, ce sont les données du registre fossile. Ce n'est pas ce que les créationnistes croient. Les données du registre fossile sont comme ça. On voit les arthropodes, et quand on regarde en haut, on voit encore des arthropodes à peu près pareils. Peu importe où tu regardes dans le registre fossile. Après ça, tu vois des mollusques à côté qui sont nullement reliés aux arthropodes, aux des vertébrés, et etc. Le verdict du registre fossile, c'est qu'il y a une apparition soudaine de toutes les formes de vie et qu'il n'y a quasiment pas de variation par la suite. Une autre citation qui vient confirmer ça. Plutôt que de trouver un déroulement graduel de la vie, ce que les géologues de l'époque de Darwin et de notre temps trouvent, c'est plutôt un registre très inégal et incohérent, c'est-à-dire que les espèces apparaissent très soudainement dans la séquence des fossiles. Boum, on voit un mollusque qui est là. En dessous, on ne voit rien qui ressemble à ça. Elles apparaissent très soudainement dans la séquence, elles démontrent peu ou pas de changement durant leur existence dans le registre et elles quittent abruptement le registre fossile. On sait que la majorité de ce qui a vécu sur Terre est éteint aujourd'hui. La majorité des espèces, à un certain point dans le registre fossile, disparaissent, on ne les voit tout simplement plus. Et Darwin, à son époque, était déjà conscient de ce problème-là. Darwin disait, on peut se demander pourquoi nous ne voyons pas autour de nous toutes ces formes intermédiaires et pourquoi tous les êtres organisés ne sont pas confondus dans un inextricable chaos. Il s'est dit, si ma théorie est vraie, comment ça que la nature est tellement en harmonie? Si ma théorie est vraie, je devrais voir des formes transitionnelles se promener partout ici. Je ne devrais pas être obligé de supposer qu'ils sont tous morts entre le singe et l'homme, puis entre le singe et son ancêtre sont tous morts. Il faut toujours croire qu'il y a eu des bons comme ça, puis que tout ce qui a vécu entre les deux ne vit plus et en plus n'a pas été imprégné dans le registre fossile. On vous demande plusieurs actes de foi. Et Darwin avait déjà des problèmes avec ça. Et il l'écrit dans son livre « L'origine des espèces ». Ma conférence est terminée. Je vous laisse sur cette dernière acétate-là qui compare la qualité des arguments de création-évolution. Le résumé de ma conférence, c'est que ce n'est pas Darwin qui a émis l'idée du transformisme, elle existait dans l'Antiquité et elle n'a jamais été motivée par des recherches et des découvertes scientifiques. Elle a commencé à exister tout comme la croyance en Dieu. Elles sont égales au départ. Mais on a essayé de trouver des preuves. On s'est attaqué à ce qui était faible dans le créationnisme, c'est-à-dire le fixisme, et aussi le déluge n'était pas capable de tout expliquer les formations géologiques. Et donc, il y a eu comme un retour du balancier, une espèce de réaction démesurée des scientifiques qui s'en sont venus à croire avec l'idée des millions d'années. Ça leur a donné cette possibilité-là de spéculer quelque chose qui était complètement contraire comme position. La qualité des arguments aujourd'hui, vous pouvez la voir comme indifférente. Du côté créationniste, l'information génétique et la théorie de l'information, la discontinuité du registre fossile dont on vient de parler est un argument en faveur de la création. L'apparition des groupes d'animaux dans le registre fossile, leur apparition soudaine, concorde avec le créationnisme. Les systèmes biologiques sont toutes des complexités qui ne peuvent pas être réduites. On a vu que la plus petite cellule au monde, elle a 468 gènes, puis elle n'est même pas capable de vivre par elle-même. Si vous continuez à réduire le nombre de gènes, vous allez arriver à quelque chose qui ne pourra même plus se répliquer à un moment donné. D'ailleurs, le génome minimal, qui est l'élément suivant, a été prouvé. Il y a environ 8 ans, on a fait un projet, on a dit qu'est-ce qui pourrait vivre avec le moins de gènes. Ils sont arrivés à 250 gènes. Les symbioses dans la nature, avez-vous déjà pensé aux symbioses? C'est un problème énorme pour les évolutionnistes. Comment l'insecte pollinisateur et la plante
font, il faut qu'ils soient arrivés en même temps, au même moment. Il faut qu'ils aient évolué en même temps. Dans un contexte d'évolution, ça n'a pas de sens que l'insecte pollinisateur parfaitement adapté à la plante, souvent il y a un insecte qui est parfaitement adapté et on a environ 250 000 plantes qui sont angiospermes, qui doivent être pollinisées par un animal ou un insecte. Et si cet insecte-là n'est pas, la plante n'est pas. Elles doivent être là en même temps. Dans un contexte d'évolution, il n'y a pas de raison que sur des millions et des milliards d'années, l'un et l'autre soient apparus au même moment, dans le même écosystème. Dans un contexte de création, ça prend son sens. Du côté de l'évolution, c'est des fragments de fossiles, des fraudes, des extrapolations, la propagande médiatique, de la censure, on aurait pu en parler longtemps de ça, on a des cas documentés aujourd'hui où des professeurs d'université sont censurés parce qu'ils sont créationnistes, ils ne croient pas à l'évolution. Et dans les débats qu'on fait, on voit que les évolutionnistes sont toujours dans une position où ils se considèrent le scientifique et que le créationniste est du côté religieux, ce qui est faux. Je vous encourage à visiter notre site web pour voir plus d'articles, plus de détails sur la biologie. Et je vous remercie pour votre attention.